Un avion dérivé. La moitié du budget de développement de Boeing. Peu de gens pensaient qu'il réussirait. Mais l'Airbus A330 est devenu l'un des gros porteurs les plus réussis jamais construits. Il a ouvert des routes qui n'existaient pas, rendu le long courrier accessible à des millions de personnes, et prouvé que 4 moteurs ne sont pas indispensables pour traverser un océan. Environ 1660 livrets, 3 décennies en service. Voici l'histoire d'une ingénierie pragmatique sous pression. D'un compromis né d'une nécessité financière à un avion qui a démocratisé le voyage long courrier, c'est ainsi qu'Airbus a construit un succès attendu. Remontons le temps jusqu'à la fin des années 1980. Airbus peine à rivaliser avec Boeing. Le 767 de Boeing a tout changé. Un avion bimoteur pouvait désormais traverser l'Atlantique. Les règles ETOPS se sont assouplies dans les années 1980 et à la fin de la décennie, les vols transatlantiques en bimoteur étaient une réalité bien établie. Les compagnies faisaient des commandes de centaines de 767. Pendant ce temps, Airbus n'avait rien de concurrentiel. L'A300 était dépassé. L'économie et la capacité de l'A310 ne pouvaient pas soutenir les missions les plus prisées du 767. L'A340 ne serait prêt que dans plusieurs années. Et en plus de ça, c'était un quadrimoteur, là où l'industrie se tournait justement vers les bimoteurs. Airbus avait besoin d'un biréacteur gros porteur pour tenir la compétition. Mais voilà le problème. Le développement d'un avion pareil coûterait 3 à 4 milliards de dollars. Et Airbus ne les avait pas, puisqu'elle avait déjà investi des milliards dans la famille A320 et aussi dans l'A340. Le 767 prouvait quelque chose de révolutionnaire. Un avion bimoteur pouvait voler au-dessus de longues distances océaniques en toute sécurité. Les règles ETOPS s'élargissaient. L'économie était évidente, deux moteurs consomment moins de carburant que 3 ou 4. Boeing avait une avance de 10 ans. Lorsque Airbus a pu réagir, le 767 avait déjà des centaines de commandes à son actif. Les compagnies avaient investi des millions dans leurs infrastructures de maintenance, la formation des pilotes et les stocks de pièces. À l'époque, le 767 était le choix sûr. Boeing, c'était la valeur sûre. Airbus faisait face à une crise existentielle. Sans un gros porteur bimoteur concurrentiel, tout le marché leur glisserait des mains au profit de Boeing. L'A340, malgré ses qualités, reposait sur une hypothèse erronée, celle que les compagnies préféreraient toujours 4 moteurs pour la sécurité des longs courriers. Le marché évoluait, Airbus, lui, restait figé. Puis quelqu'un à Toulouse a proposé une idée folle. Une petite équipe a fait les calculs. Si Airbus partageait la majorité des composants de l'A340, même fuselage, même aile, même cockpit, ça pouvait réduire drastiquement les coûts de développement. Le programme commun A330/A340 coûtait environ 4 à 5 milliards de dollars avec des centaines de millions économisés grâce aux pièces partagées. L'affaire était claire. Même type de qualification que l'A340, donc les pilotes pouvaient passer de l'un à l'autre avec un minimum de formation. Maintenance partagée. Pièces communes, flexibilité opérationnelle jamais vue. 1987, Airbus lance officiellement le programme A330/A340. 4 moteurs ou 2. Choisissez. C'était un coup de génie. Airbus n'a jamais vraiment eu à choisir pour ses clients. Les coûts de développement sont mutualisés. Le risque est réparti. Mais en interne, tout le monde le savait. L'A330, c'est l'avenir. L'A340, c'est la sécurité. Ce n'était pas une innovation nouvelle, c'était de l'ingénierie de survie. Airbus a pris ce qu'il avait et a fait en sorte que ça marche. Pas le luxe de repartir à zéro. Il fallait construire le futur avec des pièces du présent. Parlons d'une aile. Oui, une aile. Parce que parfois, les plus grandes histoires se racontent en grands traits.
L'aile de l'A330 est massive, environ 60 mètres d'envergure pour la version CEO, étendue à 64 mètres avec les ailerons sur la Neo. Plus large qu'un 767, presque aussi large qu'un 777. Ce n'était pas de l'ingénierie prudente, c'était ambitieux. Plus de portance, plus de capacité de carburant, une meilleure efficacité. Un profil supercritique retarde la traînée à haute vitesse. Résultat, l'A330 vole à Mach 0,82 tout en consommant moins de carburant par siège kilomètre que le 767. Tout le monde l'a remarqué. Les ailerons réduisent la traînée induite. Multiplier ces économies sur des milliers de vols, d'importantes économies de carburant pour toute l'industrie. Cette aile montrait aux compagnies aériennes les ambitions d'Airbus. Ce n'était pas une simple évolution déguisée en nouveauté. C'était un avion fait pour rivaliser au plus haut niveau. L'A330 a gardé le fuselage de l'A340, le cockpit de l'A340 aussi. Mais cette aile, elle était faite pour un avenir bimoteur. Et c'est elle qui est devenue la base sur laquelle tout le reste a été construit. Enlevez le marketing, les livrets, les marques des compagnies aériennes, et ce qui reste, c'est ça. Un appareil qui fut l'une des réalisations d'ingénierie les plus complètes de l'aviation commerciale de son époque. L'A330 n'est pas révolutionnaire grâce à une seule innovation. Il l'est parce que tout fonctionne ensemble. 3 moteurs disponibles dès le départ. GE CF6, Pratt & Whitney PW4000, Rolls-Royce Trent 700. Cela supprime la préférence moteur comme frein à la vente. Les compagnies pouvaient choisir la motorisation qui s'adapte le mieux à leur maintenance et à leur flotte. Commande de vol électrique, entièrement électronique, contrairement au câble et hydraulique du 767. Plus simple à piloter. Protection de l'enveloppe de vol pour éviter décrochage et sursollicitation. Poids qui est allégé, donc économie de carburant. Les ordinateurs font des micro-ajustements perpétuels que l'humain ne peut pas. L'avantage majeur, la similitude du cockpit avec la famille A320. Même manche latérale, mêmes affichages, même logique. Un pilote d'A320 passe à l'A330 en un rien de temps comparé à l'apprentissage d'un appareil totalement différent. Un pilote de 737 qui passe au 767 met nettement plus de temps. Les cockpits sont radicalement différents. Cette uniformité dans la famille Airbus réduit les coûts de formation pour les compagnies et crée un vivier de pilotes pouvant changer d'appareil sans des mois de requalification. Le fuselage extérieur fait environ 5,64 mètres de large, nettement plus que le 767. 8 sièges de front en économique contre 7, soit 14% de place en plus par rangée. Plus de revenus, une impression d'espace plus grande. La soute est aussi plus volumineuse que celle du 767. En résumé, l'A330-300 transporte entre 250 et 290 passagers avec une consommation de carburant par siège bien meilleure que le 767-300ER sur les longues distances. Ce gain d'efficacité n'est pas progressif, il est révolutionnaire. Reste maintenant à Airbus de prouver qu'il peut vraiment voler. « 2 novembre 1992, aéroport de Toulouse-Blagnac. Le premier A330 a roulé jusqu'à la piste. 5 avions d'essai allaient suivre. Mais ce premier vol transportait plus que des données de test. Il soulevait une question cruciale. Un avion bimoteur pouvait-il transporter en toute sécurité environ 300 passagers durant des heures au-dessus des océans? La certification ETOPS était la clé de tout. Sans elle, l'A330 ne peut pas voler sur les routes transatlantiques. Sans elle, les compagnies aériennes ne l'achèteraient pas. Le scepticisme était intense. Les régulateurs se rappellent des pannes moteurs au-dessus de l'eau. Voler 3 heures au-dessus de l'Atlantique avec un seul moteur inquiète les responsables de la sécurité. Airbus devait prouver non seulement la fiabilité des moteurs, mais aussi que chaque système avait plusieurs redondances. Si l'hydraulique tombe en panne, 2 systèmes de secours continuent de fonctionner. Si la génération électrique sur un moteur s'arrête, l'autre alimente tout indéfiniment. Les pilotes d'essai arrêtaient volontairement les moteurs en plein vol. Pas simplement un arrêt normal. Des simulations de défaillance catastrophiques où les pales se brisent. Ils testaient les pannes au pire moment, décollage à poids maximal, haute altitude en turbulence et approche par mauvais temps. Ils simulaient des défaillances en cascade. Panne moteur et perte hydraulique en même temps.
Panne informatique des commandes de vol en série. Chaque cauchemar avait besoin de données réelles en vol. Test en conditions extrêmes. Chaleur brûlante australienne, où l'air raréfié réduit la performance du moteur. Froid glacial du Canada, où le démarrage et le système de carburant posent problème. Il volait délibérément dans des conditions météo sévères. Pas autour, dedans. Turbulence, accumulation de glace, vent de travers avec charge variable, test d'impact d'oiseau, test de foudroiement. Le test crucial, voler en monocouple à distance. Vous êtes à 38 000 pieds, à 1000 miles de la Terre. L'un des moteurs lâche. L'avion devient asymétrique. La poussée d'un côté fait dévier. Le moteur restant ne peut pas maintenir l'altitude. Il faut descendre, ce qui consomme plus de carburant parce que basse altitude rime avec inefficacité. Peut-on atteindre la Terre avant la panne sèche? Les ingénieurs ont fait des milliers de simulations. Charges différentes, carburant, température, vent, poids. Ils ont répertorié tous les aéroports de déroutement à travers l'Atlantique et le Pacifique. Vol test célèbre, Toulouse jusqu'à l'île Maurice, plus de 5000 miles. Les pilotes volent volontairement longtemps sur un seul moteur. La consommation de carburant correspond aux prévisions à 2%. Le pilotage est exactement comme prévu. Chaque test a réussi, mais pas juste réussi. Surpassé les attentes. 21 octobre 1993. Certification type délivrée par la JAA européenne et la FAA américaine moins d'un an après le premier vol. La rapidité était remarquable. La plupart des programmes d'appareils gros porteurs prennent bien plus de temps. La certification ETOPS a suivi progressivement. D'abord 90 minutes, puis 120, 180, et enfin ETOPS 240 en novembre 2009, faisant de l'A330 le premier avion certifié pour 4 heures en monomoteur. Cela a ouvert quasiment toutes les routes du monde. Air Inter a reçu ses appareils le 30 décembre 1993 avec une mise en service dès le 17 janvier 1994. Air Inter a imposé des plannings brutaux, des lignes à haute fréquence, plusieurs vols par jour, des rotations rapides et des conditions en perpétuel changement. Si l'A330 survit à cela sans problème, il construit sa réputation de fiabilité pour les TOPS 180. Les 6 premiers mois étaient cruciaux. Chaque retard, chaque souci de maintenance était scruté. Les clients potentiels observaient, Boeing aussi, espérant des problèmes. Les résultats ont dépassé les attentes. La fiabilité des départs a été solide dès le début. Les premiers opérateurs affichaient des chiffres bien au-dessus des normes pour un nouvel avion. Les pilotes adoraient le piloter. La vraie validation est venue de Thai Airways, première livraison à la mi-1994. Thai a d'abord planifié des routes régionales en Asie, de Bangkok jusqu'à Hong Kong, Singapour, Tokyo. Mais son vrai objectif était ambitieux, des vols long courriers vers l'Europe et l'Australie. Les ingénieurs Airbus ont travaillé avec Thai à Bangkok durant des mois, surveillant chaque vol, analysant chaque donnée, corrigeant les petits soucis avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Thai a exploité l'appareil de façon agressive, forte utilisation quotidienne, bien au-dessus des standards habituels. Chaque vol générait des données sur la performance des moteurs, la fiabilité des systèmes, les besoins de maintenance. Thai Airways a finalement ouvert la voie pour les opérations ultra long courrier. Les portes se sont ouvertes. Cathay Pacific a commandé des A330 pour son réseau national, Malaysia Airlines pour l'Australie et le Moyen-Orient, Garuda Indonesia pour remplacer ses vieux DC-10. Singapore Airlines a évalué l'appareil pour ses opérations régionales. À travers l'Asie, les compagnies s'arrachèrent les A330 aussi vite que Airbus les construisait. Mais le plus gros défi restait l'Amérique du Nord. « 1994. Northwest Airlines a commandé des A330 spécifiquement pour les routes du Pacifique. Parmi les vols au-dessus de l'eau les plus longs et difficiles au monde. De la côte ouest des États-Unis vers le Japon, la Chine, la Corée, l'Asie du Sud-Est. 10 à 12 heures au-dessus du Pacifique avec peu d'options de déroutement. Si Northwest fait confiance à l'A330 sur le Pacifique, c'est un signal fort. Cet avion, c'est du sérieux.
US Airways a commandé pour les routes transatlantiques. Hawaiian Airlines a sérieusement évalué l'appareil, finissant par le commander. Même Delta, l'un des plus fidèles clients Boeing avec une immense flotte de 767, a commencé à examiner l'A330. Pour Airbus, c'était la validation de chaque compromis fait durant le développement. L'approche dérivée a fonctionné. Les composants partagés avec l'A340 ont payé. L'investissement dans cette immense aile s'est avéré justifié. L'A330 faisait ses preuves dans le vrai monde, là où ça compte vraiment. Un avion, c'est un produit. Une famille d'avions, c'est une stratégie. Airbus a lancé l'A330 avec des variantes ciblant différents segments du marché. L'A330-300, le cheval de bataille original. C'est le modèle de base. Environ 64 mètres de long, 250 à 290 passagers en configuration typique, avec une autonomie qui varie selon la version et le poids maximal au décollage. Parfait pour les routes très demandées qui n'ont pas besoin de la taille d'un 777. New York à Londres, Singapour à Sydney, Dubaï à Bangkok. Il rivalise directement avec le Boeing 767-300ER. Le 300 est devenu la pierre angulaire de la famille A330, accumulant la majorité des premières commandes. Les compagnies l'utilisent partout, des trajets transatlantiques jusqu'au marathon transpacifique. Assez efficace pour des routes à demande moyenne et assez performant pour du long courrier sérieux. L'A330-200, la longueur d'autonomie. Mais les compagnies réclamaient plus d'autonomie. Sydney jusqu'à Los Angeles, trop loin. Dubaï jusqu'à Los Angeles, à peine faisable. L'A330-200 a été développé au milieu des années 90. Un peu plus court d'environ 5 mètres que le 300, avec 220 à 260 passagers, mais une autonomie largement étendue. Des routes complètement nouvelles deviennent ainsi possibles. Encore aujourd'hui, Air Transat relie des villes secondaires canadiennes à l'Europe et aux Caraïbes. Qantas opère Perth jusqu'à Johannesburg parmi les routes les plus exigeantes de l'hémisphère sud. Airbus propose plusieurs options de poids maximal au décollage. Les compagnies adaptent l'avion à leurs besoins spécifiques sans devoir acheter un type différent. L'A330 Neo, la réinvention. Début des années 2010, l'A330 montre son âge. Airbus avait le choix, développer un tout nouvel avion, 10 à 15 milliards de dollars, 8 à 10 ans de développement, ou alors moderniser l'A330 existant, 2 à 3 milliards de dollars, 4 à 5 ans de développement. Juillet 2014, annonce de l'A330 Neo. Nouveau moteur Rolls-Royce Trent 7000, 14% de carburant en moins par siège selon Airbus. Une autonomie accrue. Nouvelle aérodynamique avec des ailettes plus grandes. Cabine rénovée avec éclairage LED, coffre plus grand, fonctionnement plus silencieux. Deux variantes, l'A330-900 Neo et l'A330-800 Neo, des capacités et autonomie selon la configuration. L'A330 Neo trouve sa place chez les compagnies déjà équipées d'A330 classiques. TAP Air Portugal, Delta, Garuda Indonesia, Kuwait Airways apprécie la mise à jour sans accroc, formation minimale, même infrastructure de maintenance, faible risque opérationnel. L'A330 est ainsi devenue une famille par vocation. Pas la taille pour la taille, mais des avions faits pour couvrir chaque segment du moyen au long courrier. Tous les modèles de la famille A330 n'ont pas rencontré le succès. Le cargo A330-200F offrait une capacité de fret très importante. Sa large cabine peut accueillir des palettes surdimensionnées que les avions plus étroits ne peuvent pas transporter. Pour les équipements industriels lourds, cela permet de facturer des tarifs premium. Les premières attentes semblaient prometteuses. Le marché du fret était en plein essor. Le commerce en ligne commençait son explosion. Mais les ventes ont été très décevantes. Seulement 38 livraisons contre des centaines de 767 cargos. Mais que s'est-il passé ? Boeing avait verrouillé ses gros clients des années plus tôt.
FedEx et UPS ont construit leur réseau entier autour des cargos Boeing. Changer demande un investissement énorme en infrastructure. La crise financière de 2008 a ravagé les volumes de fret. Les opérateurs de fret sont ultra conservateurs. Ils privilégient la fiabilité éprouvée avant tout. Airbus a clairement perdu la course au cargo dédié. Le choix s'est imposé, soit investir en marketing et production dans un avion que peu voulait, ou alors se concentrer sur les variantes qui se vendaient bien. Le programme A330-200F s'est terminé avec 38 livraisons et aucune commande en attente. Mais voici la surprise, les conversions passagers vers fret. À mesure que les vieux A330 quittent le service passager, des entreprises spécialisées les transforment en avions cargo. L'économie est convaincante, puisqu'un A330 converti coûte une fraction d'un cargo neuf. Le marché des conversions pourrait voir de nombreux A330 CEO cargo voler jusque dans les années 2040. La décision de ne pas prioriser le cargo était stratégique et intelligente. Airbus a compris que parfois, la meilleure stratégie, c'est de savoir quand ne pas se battre. Les ressources ont été redirigées pour perfectionner les variantes Neo qui ont rencontré un bien plus grand succès. Pendant plus d'une décennie, le Boeing 767 semblait intouchable. Entré en service au début des années 1980, le 767 était devenu la colonne vertébrale de l'aviation gros porteur bimoteur. Lorsque l'A330 est arrivé, Boeing avait déjà accumulé des centaines de commandes avec une base installée apparemment insurmontable. Les compagnies aériennes investissaient des millions dans l'infrastructure de maintenance, la formation des pilotes et les stocks de pièces. Le 767, c'était le choix sûr. Puis l'A330 a commencé son service. La dynamique de la concurrence a changé presque instantanément. Parlons chiffres. L'A330-300 offre plus de passagers, de 250 à 290 contre 218 à 260 pour le 767-200 et 767-300ER. Plus de sièges payants par vol. Sur des milliers de vols annuels, cela signifie des millions de revenus supplémentaires. Plus de capacité cargo. Sur les routes où le fret est important, ça rend des trajets rentables là où ils ne l'étaient pas. Meilleure efficacité de carburant sur les longues distances. En dessous de 3000 miles, les différences sont minimes. Mais au-delà, l'avantage de l'A330 sur ce point est net. Lorsque le carburant a flambé dans les années 2000, cette efficacité est devenue vitale. Boeing a réagi. Ils ont allongé le 767 en 767-400ER. Seulement 37 livrés aux compagnies. Continental, devenu United Airlines, en a pris 16. Delta 21. Et c'est tout. Pourquoi choisir un design des années 80 agrandi lorsque l'A330, plus récent, coûte à peu près pareil mais avec de meilleures performances? Au milieu des années 2000, la version passager du 767 était en fin de vie. Boeing a livré les derniers exemplaires en 2014. L'A330 a gagné. Il a survécu au 767. Les premiers utilisateurs ont vite vu que l'A330 brille là où le 767 galère. Sur les routes de plus de 5000 miles, l'avantage en consommation est indéniable. Pour les trajets demandant une grande capacité cargo, la largeur de fuselage fait toute la différence. Le constat s'est imposé. Les compagnies européennes ont dominé les commandes. Les Asiatiques ont suivi avec autant d'enthousiasme. Les Américaines étaient partagées. Pour les compagnies des marchés émergents, l'A330 était la porte vers la compétition mondiale. Pour la première fois, Airbus ne courait plus après Boeing sur le marché des gros porteurs. Ils rivalisaient. L'A330 n'a pas gagné seulement grâce à ses spécifications. Il a remporté la partie parce qu'il correspondait parfaitement à la manière dont les compagnies voulaient opérer. Asie-Pacifique, le terrain d'essai. L'Asie est devenue le laboratoire de l'A330. Cathay Pacific, Malaysia Airlines, Garuda Indonesia, Thai Airways, Singapore Airlines. Ces compagnies évoluent dans des marchés ultra compétitifs où l'efficacité carburant et l'expérience passager comptent énormément. Thai Airways a démontré que les TOPS 180 étaient possibles. Une fois validé, tout le Pacifique s'est ouvert. Europe, efficacité et flexibilité.
Le groupe Lufthansa a commandé des A330 pour des routes qui ne remplissaient pas un 747, mais nécessitaient plus de capacité qu'un 767. Air France a relié Paris jusqu'à ces territoires français des Caraïbes, d'Afrique, du Pacifique, des trajets qui ne remplissaient pas un 777. KLM a déployé l'A330 sur son réseau africain. Moyen-Orient, construire des empires. Emirates, Etihad, Qatar Airways ne pouvaient pas investir tout de suite dans d'énormes flottes d'A380 et de 777. L'A330 leur a permis de tester des routes, d'établir des fréquences, mais surtout de construire leur image. Lorsque la demande a été confirmée, ils sont passés sur des avions plus gros. L'A330 n'était pas leur but final, c'était l'outil qui a bâti leur empire, méthodiquement. Amérique du Nord, adoption discrète. Les compagnies nord-américaines privilégiaient Boeing, mais des fissures sont apparues. Delta, qui a hérité ses A330 de Northwest, s'est lancé à fond dans l'expansion transatlantique. Des dizaines d'A330 ont été déployés depuis Atlanta vers quasiment toutes les grandes villes européennes. Cette stratégie a marché. Delta a construit l'un des plus grands réseaux transatlantiques du secteur. Sans l'économie de l'A330, cette croissance n'aurait pas été viable. US Airways a commandé des avions pour les routes transatlantiques. Même les clients traditionnels de Boeing ont commencé à diversifier. Le point commun pour toutes les régions ? Les compagnies recherchaient flexibilité et rentabilité opérationnelle. L'A330 leur a offert les deux. Sans drame, sans surprise, juste un avion qui faisait exactement ce qu'il promettait, jour après jour, vol après vol. Demandez aux passagers ce dont ils se souviennent en volant sur un A330. La largeur de la cabine. La cabine large permet des sièges vraiment confortables. La plupart des compagnies aériennes choisissent une configuration 2-4-2 en classe éco. 2 sièges près des fenêtres, 4 au centre. Chaque passager est soit côté couloir, soit à un siège du couloir. Pas de siège du milieu coincé à 2 places du couloir, comme dans le 767 en 2-3-2. La classe business propose généralement un agencement 1-2-1. L'A330neo a introduit des améliorations airspace avec notamment des coffres à bagages plus grands. Pour les pilotes, le cockpit offre une ergonomie plus avancée. Les commandes latérales donnent une meilleure visibilité des instruments. Le fly-by-wire réduit nettement la charge de travail. La protection de l'enveloppe de vol évite décrochage, surcharge, dépassement d'angle de l'inclinaison. Précieux dans les situations stressantes. Les pilotes qui sont habitués sur l'A320 peuvent directement passer sur l'A330 car la logique de base est la même. Cette cohérence dans la famille Airbus réduit les coûts de formation et facilite la planification des équipages. L'A330 a une fiabilité d'exploitation remarquable une fois mature, ce qui se traduit directement par du chiffre d'affaires. Moins de retard, moins d'annulations, meilleure utilisation des avions. Sur les A330 long courrier, les espaces de repos pour l'équipage ont transformé les conditions de travail. Selon la configuration, certains A330 disposent de compartiments dédiés au repos de l'équipage. L'A330 n'a pas été conçu pour impressionner, il a été conçu pour fonctionner, laissant parler uniquement l'expérience du vol lui-même. L'A330 jouit d'un bilan de sécurité exceptionnel. L'un des taux d'accident avec perte totale parmi les plus bas chez les gros porteurs. Mais 2 incidents ont révélé à la fois ses faiblesses et sa résilience remarquable. Vol Air Transat 236, 24 août 2001, le planeur des Açores. Un A330-200 en route de Toronto à Lisbonne a eu une fuite de carburant au-dessus de l'Atlantique. Une maintenance incorrecte lors du remplacement d'un moteur avait laissé une conduite de carburant trop proche d'une conduite hydraulique. Après des heures de vol, les conduites se sont frottées, ce qui fait que la conduite de carburant a lâché. L'équipage a détecté un déséquilibre de carburant. Ils ont essayé de régler ça en transférant du carburant entre les réservoirs sans se rendre compte qu'ils perdaient du carburant à une vitesse alarmante. À 6h13 UTC, le moteur droit s'est arrêté à court de carburant. Le commandant Robert Pichet, fort de 16 800 heures de vol dont 796 sur A330, a descendu l'avion dans une altitude appropriée pour un vol sur un seul moteur. 10 minutes plus tard, il a lancé un Mayday. À 6h26 UTC, à 65 000 nautiques de la base aérienne de l'Agest à 34 500 pieds, le moteur gauche s'est arrêté lui aussi. Les 2 moteurs étaient morts.
Plus de poussée, juste un planeur de 200 tonnes avec 306 personnes à bord en pleine nuit au-dessus de l'Atlantique. La turbine à air dynamique s'est déployée automatiquement, une petite turbine d'urgence fournissant juste assez d'énergie hydraulique et électrique pour garder les commandes de vol et les instruments fonctionnels. Le commandant Piché a dû planer sur environ 65 000 nautiques, l'un des plus longs vols en planée sans moteur jamais réalisé par un avion commercial. À 6h45 UTC, la 330 a posé ses roues sur la piste 33 de la GES. L'atterrissage a été dur, 8 pneus ont éclaté, mais toutes les personnes à bord ont survécu. L'appareil n'a subi que des dommages structurels limités. Il a été réparé et remis en service, volant encore plusieurs années après. Vol Qantas 72, 7 octobre 2008, l'ordinateur qui a menti. Un A330-300 avec 315 personnes à bord volait à 37 000 pieds de Singapour à Perth. Une des unités de référence inertielle des données aériennes, ADIRU, a commencé à envoyer des données d'angle d'attaque complètement erronées aux ordinateurs de bord. Les ordinateurs de contrôle de vol, conçus pour éviter les décrochages, ont fait ce qu'ils étaient programmés à faire, ordonner un piqué brutal pour éviter un décrochage perçu. À 12h42, l'appareil a brusquement piqué de 8,4 degrés. Il a perdu 650 pieds en quelques secondes. Passagers et équipages sans ceinture ont été projetés violemment contre le plafond. 119 personnes furent blessées. Les pilotes ont finalement repris le contrôle, puis ont dérouté l'avion en toute sécurité. L'enquête a révélé que le processeur central de l'ADIRU avait corrompu les données d'angle d'attaque suite à un dysfonctionnement rare, possiblement déclenché par des radiations cosmiques. Un événement extrêmement rare sur la flotte immense des A330, A340. Airbus a immédiatement publié des procédures d'urgence, suivies de modifications logicielles et de design. Ces deux incidents démontrent un point crucial. La conception fondamentale de la 330, ses qualités de planeur, ses systèmes redondants, sa maniabilité même en situation extrême, offre à l'équipage une chance de s'en sortir lorsque tout va mal. Plus de 30 ans en service, plus de 1600 appareils livrés et plus de 72 millions d'heures de vol accumulées. Avec un taux de perte totale parmi les plus bas chez les gros porteurs, le bilan de sécurité reste solide, même si la tragédie n'est jamais totalement absente. La 330 n'a pas seulement transformé l'aviation commerciale, il a aussi transformé Airbus. Avant la 330, Airbus, c'était le challenger européen, qui est en lutte contre la domination des gros porteurs de Boeing. La 330 a changé cette image. Il a prouvé qu'Airbus peut développer des gros porteurs ultra compétitifs, préférés par les compagnies dans bien des cas. Une ingénierie de classe mondiale. L'impact financier ? Des centaines de milliards de revenus en 30 ans. Ces profits financent la 350, la 380, la 320 Neo et la 330 Neo. Sans le succès commercial de la 330, Airbus n'aurait peut-être pas eu les moyens de ses programmes. La 330 valide la stratégie de commonality d'Airbus, sa grande force concurrentielle. Le partage des cockpits, systèmes et procédures entre les familles A320 et A330 crée une valeur que l'approche éclatée de Boeing ne peut égaler. Stratégiquement, l'A330 s'est invité chez des compagnies fidèles à Boeing. Une fois qu'ils ont testé l'A330, mais surtout l'excellent support Airbus, ils sont devenus plus ouverts aux A320, A350 et autres produits de la marque. Souvent, l'A330 est la porte d'entrée. L'impact industriel dépasse Airbus. Des fournisseurs comme Rolls-Royce, Safran, mais aussi des centaines d'autres en profitent. Des dizaines de milliers d'emplois en Europe, Amérique du Nord et Asie reposent sur ce programme. Mais surtout, l'A330 a prouvé la viabilité du concept gros porteur biréacteur qui domine aujourd'hui le long courrier. Avant l'A330 et le 767, il fallait au moins 3 moteurs pour traverser l'Atlantique. L'A330 a démontré qu'un biréacteur moderne est tout aussi sûr, tout en étant beaucoup plus économique. C'est ce qui a ouvert la voie à toute la flotte long courrier moderne. La 330 n'a pas seulement sauvé la gamme gros porteur d'Airbus, mais il a assuré l'avenir de la société comme l'égale, voire la supérieure de Boeing dans certains segments. Pour comprendre le succès durable de la 330, il faut d'abord saisir ce qui s'est passé quand Boeing a enfin réagi. Le 787 Dreamliner de Boeing était révolutionnaire. Fuselage en composite, moteur efficace, innovation pour le confort des passagers, tout cela était vraiment novateur.
Mais la mise en œuvre du programme a connu de gros soucis. Le 787 a accumulé des années de retard, des problèmes de production, des cauchemars liés à la chaîne d'approvisionnement. Puis, peu après sa mise en service, des incendies de batterie ont cloué toute la flotte au sol pendant 3 mois. Les compagnies qui avaient passé commande ont dû attendre bien plus longtemps que prévu. En 2018, lorsque l'A330neo est arrivé, le 787 volait déjà depuis 7 ans avec plus de 1000 commandes. Les compagnies s'étaient déjà engagées avec Boeing. Le marché avait en grande partie basculé. L'A330neo a donc trouvé sa place autrement. Lancé tard, il ne pouvait pas rivaliser technologiquement avec le 787. Mais ce n'était pas nécessaire. Pour les compagnies qui exploitaient déjà des A330, le Neo offrait exactement ce qu'elles voulaient, une meilleure rentabilité sans complexité opérationnelle. Les ventes ont été modestes face au 787, environ 470 commandes fin 2025. Mais la surprise, c'est que l'A330 classique a continué à se vendre même après le lancement du Neo. Avec des lignes de production amorties, Airbus a proposé des tarifs compétitifs. Pour les compagnies à budget limité, l'achat d'un avion éprouvé à prix cassé est beaucoup plus logique financièrement que payer plus cher pour la toute dernière technologie. L'A330 a survécu, non pas en étant le plus avancé, mais en étant suffisamment bon au bon prix. Parfois, c'est exactement ce dont le marché a besoin. Prenons un moment pour parler des exploits remarquables de cet avion. Une autonomie exceptionnelle. L'A330 a assuré des trajets incroyablement longs, repoussant ses limites d'autonomie sur des vols transatlantiques, transpacifiques et entre continents. Ces routes relient des villes autrefois inaccessibles sans escale. Robustesse. Certains A330 ont accumulé des dizaines de milliers d'heures de vol, preuve de leur solidité structurelle. Un A330 bien entretenu peut voler pendant plusieurs décennies sans problème. Le Beluga XL, une version cargo spéciale basée sur l'A330-200, conçue pour transporter des composants d'avion entre les usines Airbus. Son fuselage énorme, en forme de baleine, peut embarquer des sections entières de fuselage d'A350. Opération militaire. Plusieurs forces aériennes ont adopté des ravitailleurs aériens basés sur l'A330, A330 MRTT. L'Australie, le Royaume-Uni, la France, l'Arabie Saoudite, Singapour, la Corée du Sud. L'A330 MRTT a remporté plusieurs compétitions internationales face à des plateformes concurrentes. Jet privé. Plusieurs A330 ont été convertis en jet privé de luxe pour des personnes très fortunées et chefs d'État avec chambre, douche, salle de réunion et bureau. Étape de production. L'A330 est en production continue depuis 34 ans. Seuls quelques avions dans l'histoire ont connu une production aussi longue, comme le 747, le 737 et le DC-3. Et l'A330, un appareil qui a dépassé toutes les attentes. Ces succès dessinent le portrait d'un avion, non seulement techniquement performant, mais aussi parfaitement polyvalent et fiable. L'A330 répond à une gamme impressionnante de missions. Voilà la marque d'une conception d'avion réussie. L'histoire de l'A330 ne s'arrête pas, elle évolue. La production de l'A330neo continue. Le marché est limité. La plupart des compagnies aériennes qui cherchent des gros porteurs neufs choisissent l'A350 ou le 787. Mais il y a une demande dans des niches spécifiques. Les compagnies avec des flottes A330 existantes qui veulent une mise à jour facile, les transporteurs dans les marchés en développement cherchant une capacité long courrier abordable, et les sociétés de leasing désirant des avions polyvalents. Ce que l'A330neo offre aux compagnies est vital. Des coûts d'acquisition moins chers, des délais de commande raccourcis. Une nouvelle commande de 787 ? Vous attendez des livraisons pour le début des années 2030. Une commande d'A330neo ? Vous avez de la chance. La production classique de l'A330 CEO s'est arrêtée après près de 30 ans et environ 1470 livraisons. Mais la flotte va continuer à voler encore 20 à 25 ans minimum. Lorsque les anciens A330 quittent le service passager, ils sont parfaits pour être convertis en cargo à une fraction du coût d'un avion neuf. Le marché de la conversion pourrait voir beaucoup d'avions voler jusque dans les années 2040 ou 2050, offrant à la plateforme A330 une durée de vie opérationnelle impressionnante. Le boom du e-commerce exige une énorme capacité de fret aérien. DHL et d'autres opérateurs cargo convertissent des A330. L'A330 ne disparaît pas. Il trouve de nouvelles missions
restant pertinent d'une manière qu'on n'aurait jamais imaginée en 1993. Chaque avion finit par décliner. Même les programmes les plus réussis vieillissent quand la technologie avance. Mais l'A330, c'est différent. Il ne décline pas, il devient une institution. Regardez ce qui est retiré pour faire place aux A330 et ce que l'A330 a rendu possible. Le Boeing 767 en version passager est en déclin terminal. Les 767 finiront par disparaître à la fin des années 2020, début 2030. Le DC-10 et le MD-11 ont disparu des lignes passagers. L'A330 offrait une capacité similaire avec l'économie d'un bimoteur. L'ère des avions à 3 et 4 moteurs est bel et bien finie. L'A330, bien supérieur au 767, a prouvé que les bimoteurs pouvaient aller partout. Mais l'héritage ne se limite pas à ce que l'A330 a remplacé, c'est ce qui l'a permis. Les compagnies moyennes avec des ambitions mondiales ont trouvé leur allié. TAP Air Portugal, Air Canada, Air Transat s'en sont servis pour étendre leurs réseaux internationaux bien au-delà de ce que des avions plus gros et coûteux auraient autorisé. La démocratisation du voyage long courrier, ni plus ni moins. Avant les gros bimoteurs comme l'A330, les vols long courrier internationaux étaient chers et exclusifs. Des grands avions sur des routes très fréquentées entre hubs majeurs. Des petits marchés délaissés, donc le prix des billets très élevé. L'A330 a changé la donne. Il a prouvé que les routes long courrier pouvaient être exploitées profitablement avec des avions de capacité moyenne. Il a ouvert des centaines de nouvelles liaisons jamais économiquement viables auparavant. Une famille en Norvège peut désormais voler directement à New York pour les vacances à des tarifs inimaginables il y a 30 ans. Un homme d'affaires en Thaïlande peut rejoindre l'Europe sans passer par 1000 hubs. Les chiffres, environ 1660 livrés à plus de 100 opérateurs dans le monde, près de 1500 en service actif transportant des centaines de millions de passagers. L'impact économique du programme touche compagnies, fournisseurs, aéroports et tout l'écosystème aérien. L'équilibre concurrentiel a changé. Airbus ne court plus après Boeing, ils sont à égalité. C'est ça le vrai héritage de l'A330. Pas juste un excellent avion, même si c'est sûr que ça en est un, mais un programme qui a profondément transformé l'économie du transport long courrier. Le premier concept de l'A330 était pragmatique, progressif et indispensable. Alors Airbus a fait des compromis. Ils ont partagé des composants, ils ont emprunté des designs, et ils ont construit quelque chose qui a dépassé les attentes. L'A330 a incarné une nouvelle façon de penser ce que l'économie du développement pouvait accomplir. Des composants partagés comme stratégie plutôt que comme contrainte. Chaque système, chaque composant a été conçu pour atteindre un but, concurrencer Boeing efficacement. Ça a marché. La réussite de l'A330 a prouvé que l'ingénierie intelligente peut surpasser des budgets plus importants. Après avoir vu Boeing dominer avec le 767, Airbus devait montrer qu'il méritait sa place sur le marché des gros porteurs. Ils l'ont fait. L'A330 a prouvé qu'Airbus pouvait mener à bien des programmes complexes aussi bien que n'importe qui dans l'industrie. Cette crédibilité compte. Elle change la manière dont les compagnies aériennes décident de leur flotte. Elle influence comment les investisseurs perçoivent la société. Certains avions réussissent parce qu'ils répondent à un besoin du marché. Les familles 737 et A320 en font partie. Des soldats fidèles qui transportent efficacement des passagers sur des trajets courts et moyens. D'autres ont du succès parce qu'ils poussent la technologie en avant. Le 787 et l'A350 ont montré ce qui était possible avec les composites et l'efficacité. L'A330 est différent. S'il réussit, c'est parce qu'il incarne le pragmatisme. Chaque aspect du programme, du premier design à la mise en service et jusqu'à sa maturité, a été piloté avec rigueur. C'est rare en aviation. Les pilotes aiment le piloter. Les passagers en profitent. Les compagnies aériennes y gagnent de l'argent. Les équipes de maintenance apprécient sa fiabilité. Airbus bénéficie de sa fabrication. C'est ça la définition du succès. Aujourd'hui, près de 1500 A330 sont en service actif dans le monde. Environ 180 d'entre eux sont les nouveaux A330 Neo. Ils complètent des centaines de milliers de vols chaque année. Ils transportent des dizaines de millions de passagers. Certains de ces avions volent depuis 20 ans. Et ils tiennent toujours le cap. Toujours rentable, toujours pertinent. Le marché de la conversion pourrait prolonger la vie opérationnelle de l'A330 pour des décennies encore. Le compromis qui est devenu une success story.
L'avion qui a démocratisé le voyage long courrier. Le cheval de bataille en qui les compagnies ont confiance pour leur réseau. Une base du succès commercial d'Airbus. Dans une industrie souvent obsédée par être le plus gros, le plus rapide et le plus avancé, l'A330 a réussi en étant le plus pratique. L'A330, un triomphe inattendu. Et l'histoire continue.